On est chez qui ici, tu disais? Chez un étudiant que je connais, qui se prend un peu pour Raskolnikov, justement. Oh, on est un peu à l'étroit, mais ça ira. Cette fois-ci, on voudrait vous proposer de lire le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Le livre dont même Voldemort ne prononce le nom qu'avec respect et qui vous appelle du tréfonds des âges sur la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, même si vous avez toujours remis sa lecture à plus tard, parce qu'après tout, il fait quand même plus de 1000 pages. Cette fois-ci, on voudrait vous proposer de lire Crime et Châtiment. Naturellement, un livre comme ça crée beaucoup d'attentes. Et même pour nous. Au point que, pendant des années, je me suis sentie observée par ce double volume de Crime et Châtiment qui traînait sur mon étagère, un peu comme si la culpabilité du personnage principal était tellement contagieuse qu'elle m'étouffait moi-même tant que je ne l'avais pas ouvert. C'est dire le pouvoir spirituel de ce roman. Alors maintenant que Nicolas et moi sommes enfin passés de l'autre côté de la rivière, on vous tend une belle et grande planche pour vous aider à traverser, parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait aimé savoir avant. Parce que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce roman, absolument ébouriffant, rempli de vie et excitant. Au fond, Crime et Châtiment, c'est une enquête policière, avec des personnages qui sont tellement denses, des scènes qui sont tellement marquantes, et un tel mélange de grotesque et de beauté qu'on se croirait devant une pièce de Shakespeare. Crime et Châtiment, c'est le livre qui sera toujours plus que ce qu'on pourra en dire. Alors souhaitez-nous bonne chance, parce qu'on n'a que 15 minutes devant nous. Crime et Châtiment est un roman de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski, publié initialement sous la forme de feuilleton dans le périodique Le Messager russe tout au long de l'année 1866. Dans ce roman, Raskolnikov, jeune homme endetté, assassine une vieille usurière. Crime et Châtiment, c'est l'enquête qui va relier le crime au châtiment annoncé par le titre. Mais ce crime en est-il un? Et l'assassin est-il coupable? Dostoïevski questionne la morale, le bien, le mal, et la structure feuilletonnante du roman soutient ce questionnement. Autour de Raskolnikov, le personnage principal, il y a Dounia, sa sœur, Sonia, une prostituée dont il tombe amoureux, Porphyri, le juge d'instruction qui le poursuit, Razumikine, son meilleur ami. Tout comme le héros de son roman, Dostoïevski a connu la déportation en Sibérie. Notre histoire se déroule en 1865. À l'époque, on ne peut pas tellement dire qu'il fasse bon vivre à Saint-Pétersbourg. L'hiver, comme tous les hivers, a été glacial, brumeux, et dans les premiers jours de l'été, quand une chaleur lourde vient s'appesantir sur la ville, le soleil refuse même de se coucher. C'est que la ville est bizarrement située. Elle est tout au nord de la Russie, sur des marécages en bordure de la Finlande, où, 150 ans plus tôt, le tsar Pierre le Grand est venu chercher un accès à la mer. Lui qui détestait Moscou, qu'il trouvait vieillotte et mal élevée, il s'entoure d'une armée d'architectes et d'urbanistes qui lui bâtissent enfin une capitale rationnelle, dont on raconte que les pilotis sont plantés dans les corps de 10 000 ouvriers. Pour peupler sa ville, il oblige les familles nobles de Moscou à venir s'y installer avec toutes leurs maisonnées. Et bientôt, les palais impériaux s'alignent le long du fleuve Neva. Et de là, il défie les capitales prétentieuses de l'Europe. Sauf que la ville a une nature explosive. D'abord, des vents violents venus du golfe de Finlande refluent la mer à plusieurs reprises dans les eaux de la Neva qui débordent, littéralement. Les eaux usées finissent par stagner, elles se mêlent à l'eau potable. Le choléra frappe la ville plusieurs fois. Ensuite, le milieu du XIXe siècle est marqué par une vive agitation politique, avec des insurrections partout en Europe. En Russie, c'est à Pétersbourg qu'ont lieu les mutineries, les coups d'État, les attentats, pour contester notamment que des millions de paysans sont astreints au servage, qui est une forme d'esclavage un peu moins inhumaine. Sauf que, en 1861, donc 4 ans avant notre histoire, quand un tsar nouvellement couronné accepte d'abolir le servage, mais sans offrir de réelles perspectives aux anciens serfs, une bonne partie d'entre eux fait irruption à Pétersbourg pour y chercher en vain du travail. Alors, à l'été 65, dans une chaleur accablante, dans la puanteur des marais, dans le tumulte et le coude à coude, une foule de paysans, de mendiants, de prostituées, d'étudiants fait face à une élite aveugle de riches, de fonctionnaires, d'officiers. La ville est littéralement submergée. Chaque semaine paraissent des nouveaux journaux à 3 sous qui critiquent l'autocratie du tsar, qui réfléchissent aux moyens d'action. Chaque semaine, ils mettent la clé sous la porte.
Au début du mois de juillet, par une chaleur torride, le soir venu, un jeune homme quitta le cagibi qu'il sous-louait ruelle S, sortit sur le trottoir et lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Les lecteurs du fameux journal dans lequel Fiodor Dostoïevski publie ce premier chapitre habitent eux aussi dans les environs. Ils connaissent bien la ruelle et le pont. Ils connaissent bien l'ambiance moite de la place au foin, les pas des passants qui remuent la poussière, les tavernes pleines à craquer. S'ils croisaient Raskolnikov, ils ne remarqueraient probablement pas ses haillons, ni qu'il a honte de son chapeau troué. On dirait qu'à tout instant, il va s'effondrer sur le sol. C'est un fantôme qui traverse la ville. Quelqu'un qui voudrait bien disparaître du monde des vivants et qui fait tout pour ne pas se faire remarquer sur le chemin qui le mène chez une prêteuse à gages, une vieille usurière à qui il vient confier son dernier bien, la montre de son père. Depuis 30 jours, il n'était pas sorti de chez lui. Depuis 2 jours, il n'a pas mangé. L'immeuble de l'usurière lui paraît réellement énorme. On dirait qu'il va l'écraser. Dans l'état de fatigue nerveuse extrême où il se trouve, rien n'est normal dans ce tableau. Il fait trop sombre dans la cage d'escalier, le tintement de la sonnette est trop faible. Quand la porte s'entrebâille, ce n'est qu'une fente minuscule. Et même l'usurière, avec ses petits yeux aigus et méchants et ses cheveux gras d'huile, a tout d'une créature imaginaire. On sait bien que c'est Raskolnikov qui va commettre un crime, mais en lisant ces premières pages, on en vient presque à douter. Pourquoi alors est-ce qu'à chaque coin de rue, il regarde derrière son épaule? Pourquoi est-ce que l'angoisse l'étouffe? On croirait presque que c'est lui qui va mourir. C'est ça le moteur de l'histoire. Il y a un crime qui est commis au début du roman, dans des circonstances terriblement grotesques, et à partir de là, il va s'agir pour Raskolnikov d'échapper au châtiment annoncé par le titre. D'un côté, il est menacé par l'enquête de police, menée par un drôle d'inspecteur très rusé, Porphyri, qui tisse sa toile petit à petit. Raskolnikov doit aussi compter avec Razumikine, son meilleur ami, qui est toujours dans ses pattes, qui n'est au courant de rien, mais dont la naïveté envahissante manque à plusieurs reprises de le dénoncer par mégarde. Et puis, Raskolnikov chancelle un peu aussi avec l'arrivée à Pétersbourg de sa mère et de sa sœur, qui fuient la maison d'un patron injuste et qui sont assidûment courtisés par un louche homme riche, Lougine. Et tout ça, ou presque, a lieu dans un minuscule espace, une chambre d'étudiant qui, d'après le narrateur, tient plus de l'armoire que de l'appartement. Au point que, bientôt, il y a un étrange décalage qui se fait jour. On n'est plus tellement sûr de savoir si Raskolnikov a vraiment envie d'échapper à la police. Ou disons que il a plus tellement l'air de savoir pourquoi il a tué. On pourrait penser que c'est pour l'argent, et c'est vrai que c'est justement pour sortir de la pauvreté que sa sœur est prête à épouser Lougine. Sauf que, immédiatement après son crime, Raskolnikov s'enfuit de l'appartement à toute vitesse, et les 3 sous qu'il a emportés, il les a enterrés dans un terrain vague. En fait, à mesure que les lecteurs de Crime et Châtiment découvrent les chapitres dans le journal, ils comprennent que Dostoïevski s'attaque à une des questions essentielles qui agite Saint-Pétersbourg à l'époque, et qui est « le crime existe-t-il » Qui peut dire que telle action est légale ou illégale, et même morale ou immorale? C'est une question qui est loin d'être théorique parce qu'elle est posée franchement par celles et ceux qu'on appelle à l'époque les nihilistes. C'est un terme qui a justement été popularisé dans leur journal par le fameux écrivain Tourguenieff. Les nihilistes, ce sont des activistes et des intellectuels qui ne reconnaissent aucune autorité, qui ne s'inclinent devant aucun principe, quel que soit le crédit dont jouisse ce principe. Alors, est-ce que Raskolnikov est un nihiliste ? Pour répondre à cette question, je voudrais faire un petit détour, parce que Dostoïevski lui-même a été une figure contestataire à un moment clé de sa vie, au point qu'il passera des années en prison. Alors, on vous raconte brièvement cette histoire parce qu'elle est essentielle pour comprendre qui est Dostoïevski et à quel point il a profondément l'expérience des grandes misères qu'il met en scène, celle du corps et celle de l'esprit. À l'époque, nous sommes en 1849. Il a 28 ans et sa vie ressemble déjà à un roman. Sa mère est morte quand il était encore enfant et on raconte que son père, un petit seigneur alcoolique, était si tyrannique avec ses serfs qu'ils l'ont assassiné. Pendant ses années d'études à Saint-Pétersbourg, il mène une existence très rude. Il est maigre, toujours fiévreux ou semblant l'être, et plus que tout passionné par le jeu. Non pas pour tenter sa chance, mais pour payer son loyer. Son premier livre, Les pauvres gens, lui vaut un peu de considération dans la scène littéraire de Pétersbourg.
Mais il a une attitude tellement bizarre que ses collègues se mettent à l'appeler le chevalier à la triste figure. Dans ce contexte, alors qu'il fréquente l'un des nombreux groupes d'intellectuels qui se retrouvent pour parler de politique, et donc de socialisme et de littérature, Dostoïevski fait quelque chose qui va changer sa vie. Un soir, au cours d'une réunion, il décide de lire un texte. Jusqu'ici, rien d'anormal, c'est un avis de lecteur, mais le texte qu'il lit est une lettre qui attaque le tsar, l'église orthodoxe de Russie et la politique cruelle du régime. Comme on pouvait s'y attendre, et comme il s'y attendait peut-être lui-même, cette lecture publique remonte aux oreilles de la police, qui vient aussitôt l'arrêter avec 20 autres membres du groupe. Après 8 mois de prison, on lui annonce qu'au matin du 22 décembre 1849, ils seront tous fusillés sur la place du palais de Saint-Pétersbourg. Ce matin-là, malgré un froid insoutenable, une foule compacte est venue assister à l'exécution des intellectuels. Dostoïevski est debout dans la neige. Il sait qu'il sera le 6e à passer. Les soldats se tiennent prêts, avec leurs fusils sur l'épaule. Et voilà qu'au milieu de ce silence de mort, un drapeau blanc est agité. À la toute dernière seconde, on annonce que les prisonniers sont graciés par Nicolas Ier. Le tsar lui-même a organisé cette mascarade pour leur rappeler qu'il assure eux droit de vie et droit de mort. Les intellectuels iront purger leur peine en Sibérie. Alors moi, j'aurais tendance à penser que l'événement le radicaliserait, qu'il le pousserait vers la rébellion ou même vers le terrorisme. On raconte qu'un de ses collègues est tombé dans la folie ce matin-là. Mais ce n'est pas le cas de Dostoïevski. Sur la route du Bagne, une vieille femme, une ancienne insurgée du grand coup d'État raté de 1825, lui confie un petit livre. C'est le Nouveau Testament. Et pendant ces 4 ans de bagne, et puis les 6 années qu'il passera comme garde-frontière aux portes de la Mongolie, entre 2 crises d'épilepsie, il va le lire, le relire et le re-relire. Peut-être que vous l'avez remarqué, dans les livres de Dostoïevski, les personnages sont ou riches, ou oisifs, ou prêtres, ou mendiants, ou mystiques, ou intellectuels, ou rentiers, ou retraités, ou policiers, ou visionnaires, ou fonctionnaires, ou vagabonds. Le monde de ces livres est très moderne et en même temps très archaïque, plein de vieilles croyances et d'anges à 6 ailes, au beau milieu d'un tissu social qui se délite et où le visage du vieux Christ n'apparaît plus que sur celui des pauvres. Il y a toujours un cierge qui brûle quelque part et des vieux poèmes qu'on psalmodie. Il faut dire que c'est une foi qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on observe aujourd'hui, en France comme en Russie. Mais pour moi, c'est ça la grande beauté de ces livres, c'est qu'ils réactivent une idée très ancienne, qu'on trouve dans la mystique médiévale autant que chez les penseurs soufis, et qui est que la profonde vérité, l'essence des personnes, ne peut se saisir que dans le très haut et dans le très bas. Vous voyez, les personnes qui sont très hauts doivent être jetées à terre, et ceux qui sont très bas doivent être élevés. Vous n'aurez pas besoin d'aller très loin pour sentir ça. Dès le 2e chapitre, le récit de Marmeladov est absolument bouleversant. Ce vieil ivrogne qui, en quelques jours, est passé de la félicité à la plus grande déchéance, et dont la bouche, baignée de larmes, raconte que, au jour du jugement dernier, au grand désarroi des raisonnables, son Dieu l'appellera à lui, et alors, dit-il, tout le monde comprendra. Pourquoi Dostoïevski a-t-il un tel renom ? Parce que ces personnages ont l'air d'apparaître depuis une partie cachée de la réalité. Certes, celui de la jeune Sonia, prostituée malgré elle, n'a pas très bien vieilli. Je trouve, et là, on reconnaît un peu la marque du 19e siècle. Mais, laissez-moi vous présenter Katerina Ivanovna. Dans une scène proprement hallucinante qui sûrement va longtemps me marquer. On est dans la 5e partie du livre. Elle organise un repas de funérailles pour Marmeladov, son mari, qui a été écrasé par une calèche. C'est pour ça qu'on vous parlait de Shakespeare tout à l'heure, c'est que c'est une scène qui part dans tous les sens et pourtant elle est terriblement tenue. Là encore, on est dans un minuscule appartement, sous le regard narquois de la propriétaire allemande. La pièce est pleine de badauds qui ne disent jamais non à un repas gratuit, même s'ils connaissent à peine le mort, et qui viennent assister au déraillement psychologique de Katerina Ivanovna, qui est entrée dans une colère noire contre la terre entière. Au beau milieu de ce repas très christique, surgit le mauvais Lougine, qui vient accuser Sonia, la fille de Katerina Ivanovna, de lui avoir volé un billet de 100 roubles.
Contrairement à de nombreux personnages féminins dans la littérature du 19e siècle, celui-là m'émeut à mort, et vous allez voir pourquoi. Comme Caterina refuse de croire Lugine, Lugine la traite de folle. Quoi? Une folle? Moi? Je suis folle. Imbécile! Hurla Katerina Ivanovna. Imbécile toi-même. Rat de tribunal. Espèce de vile créature. Sonia. Sonia qui lui prendrait de l'argent. C'est Sonia la voleuse. Mais elle t'en donnerait encore, imbécile! Et Katerina Ivanovna eut un rire nerveux. Vous l'avez vu, cet imbécile? Fit-elle, se jetant de tous côtés en désignant Lugine. Quoi? Toi aussi? Fit-elle, voyant la logeuse. Et toi aussi, bouffeuse de saucisses. Tu confirmes qu'elle vole? Espèce de sale patte de poule prussienne en crinoline. Vous alors. Mais elle n'est même pas sortie de la chambre et dès qu'elle est rentrée de chez toi, elle s'est assise là, à côté de Rodion Raskolnikov. Fouillez-la. Si elle n'est pas sortie, donc, l'argent, elle doit l'avoir sur elle. Mais cherche donc! Cherche! Cherche! Seulement, si tu ne trouves rien, là, mon mignon, pardon. Mais tu vas en répondre. Tu vas en répondre chez le souverain lui-même, chez le tsar en personne. Je vais courir, me jeter à ses pieds tout de suite, là, aujourd'hui. Je suis seule au monde. Il m'en recevra. Tu penses qu'il m'en recevra pas? Oh, menteur. Que si j'y arriverais. C'est parce qu'elle est douce que tu comptais. C'est sur ça que tu comptais. Mais moi, mon vieux, j'ai encore toutes mes forces. Ça ne marchera pas. Mais cherche donc. Cherche. Va, cherche. On espère que ce court extrait vous donnera envie de vous lancer dans cette lecture. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas finir sans évoquer rapidement la question de la traduction. Comme souvent, selon la traduction que vous choisirez, vous pourriez avoir l'impression de lire deux livres différents. Alors celle qu'on vous recommande, pour tout Dostoïevski d'ailleurs, c'est celle d'André Markovitch, parue chez Actes Sud. Vous pourriez bien vous dire que les autres sont très belles, mais c'est tout le problème. Dans un vieil entretien pour Libération, Markovitch a déclaré « Dostoïevski détestait l'élégance, en particulier celle des Français. Il écrivait avec véhémence sans se soucier de la syntaxe ni des répétitions. Les anciennes traductions ont tout fait pour polisser ce style. » Le beau français n'a rien à voir avec l'écriture de Dostoïevski. Très orale, très proche de la langue du peuple, pleine de termes qui sont à la fois populaires et bibliques. Pour nous qui avons testé différentes choses, je vous confirme qu'il n'y a que la traduction de Markovitch qui parvienne à rendre toute l'énergie, tout le fouillis et le trop-plein d'existence qu'on trouve chez Dostoïevski. Là où le résultat est brillant, c'est que ça n'en devient pas du tout illisible. Au contraire, on visualise d'autant mieux l'état de fatigue nerveuse et de pauvreté dans lequel Dostoïevski laisse courir sa plume pour raconter cette histoire prophétique. À la fin de cette lecture, peut-être que, comme nous, vous constaterez que les frontières entre le monde visible et le monde invisible sont devenues un peu plus poreuses et que la flamme des cierges brille avec un peu plus d'ardeur dans votre chambre d'étudiant.